Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour cette table ronde consacrée au corps des femmes, objet de désir et de discorde, empreint de souffrance ou de jouissance. Le corps des femmes fascine ou intrigue. Et nous allons parler de ce sujet pendant à peu près 3/4 d'heure aujourd'hui avec 3 invités qui ont à leur manière écrit sur le sujet. Éric Laurent pour Une fille de rêve chez Flammarion. Et puis 2 autres invités, Agnès Maupré, James Berry, La vie mystérieuse, improbable, stupéfiante, insolente et héroïque du docteur James Barry. Bonjour à vous aussi. Et puis enfin, les titres sont assez longs pour vos 3 ouvrages. Je recherche le vôtre, c'est Pucelle. Florence Dupré-Latour, et on va aussi en parler dans un instant. Et on gardera un petit temps pour vos questions dans la salle, si vous en avez, pour nos 3 invités. Éric Laurent, si vous voulez bien, on peut commencer avec vous et avec votre livre. Bonjour à tous les 3 d'abord. Votre livre, c'est donc l'histoire de Nicole Sauxillange, une starlette des années 80, qui a une ascension fulgurante, une notoriété incroyable. Racontez-nous un peu qui est ce personnage, pourquoi vous avez voulu écrire sur elle. C'est donc une... Vous m'entendez là ? C'est effectivement le splendeur et misère d'une starlette, sinon contemporaine, du moins moderne, puisque le livre se passe essentiellement dans la décennie 81-91. Une starlette, c'est-à-dire, je précise le terme, c'est donc, en tout cas le personnage l'illustre, c'est une jeune femme qui ne présente absolument aucun talent artistique particulier, elle n'en a même vraiment aucun, et son seul argument, mais qui est un argument de poids, c'est sa plastique. C'est une très jolie fille et qui comprend assez vite que c'est peut-être grâce à cela qu'elle va pouvoir devenir célèbre, car la gloire est effectivement pour elle son premier objectif. Et elle va effectivement connaître la célébrité de façon très rapide. Vous l'évoquez tout de suite dès le début du livre, grâce à ses apparitions dans des publicités, puis à la télévision. Ça fait écho aussi aux starlettes qu'on peut voir aujourd'hui. Enfin, certaines aussi. Ou qu'est-ce que vous avez ? Pourquoi vous vous êtes attaqué à un sujet comme celui-là ? Alors, je vais essayer d'être bref. Disons que cet ouvrage fait suite directement au précédent, qui s'appelait Un beau début, et qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle aussi Niki Sauxi, mais jusqu'à ses 16 ans. Et après quoi, j'ai eu l'idée, je l'avais, mais je n'étais pas certain de pouvoir y parvenir. J'ai fait une sorte de suite, c'est-à-dire la carrière de cette jeune femme. Et donc, pourquoi ce personnage ? C'est que j'avais écrit quelques ouvrages plutôt autobiographiques, en tout cas les 5 précédents l'été. Je voulais revenir à du roman, un roman pur. Et évidemment, je me disais, parce que je m'étais donné des contraintes. Il y a beaucoup de contraintes dans ce livre, mais la première, c'était de créer de créer le personnage le plus loin de moi. Donc, il m'a apparu, puisque j'étais un homme, que raconter l'histoire d'une femme, ce serait déjà une première gageure. Et puis après quoi, je me suis dit, je vais prendre une fille plutôt superficielle ou considérée comme telle. Voilà. Donc, une fille essentiellement obsédée par sa propre image et qui joue de cette image. Et la starlette était évidemment toute trouvée. C'est un type qui me paraît assez contemporain.
On a connu des starlets grâce au cinéma, mais ce que je veux dire, c'est que depuis les années 80 en France comme dans toute l'Europe et en partie aux États-Unis aussi, correspondent à un moment très précis. C'est le moment où la télévision change de dimension. Pour les plus vieux d'entre nous, rappelez-vous, c'est la privatisation de TF1 en 80, je sais pas, 85. C'est la création de la 5, puis de la 6. Donc on passe de la vieille télévision à la papa, avec une voix grave et rauque, qui avait pour intention d'instruire et d'informer, à un divertissement généralisé, où désormais la femme est utilisée comme, je pense aux vieilles émissions, notamment de Stéphane Collaro ou autre, devient une espèce de potiche qu'on utilise uniquement pour sa plastique. Et donc c'est le moment où, grâce à ça, des jeunes filles sans réel talent peuvent rêver de devenir célèbres. Et donc les années 80, c'est vraiment le moment où ce type-là de personnage, me semble-t-il, commence à apparaître. Et donc Niki Soxi, qui est ici, pourrait être à peu près considérée comme une sorte, je ne veux pas dire de grand-mère, parce que évidemment ça n'irait pas dans le sens de mon propos, mais disons de devancière de toutes les starlettes que nous avons connues par la suite, de Loana à Nabila, à, je sais pas, Zaya, enfin, voilà. Et effectivement, quand on lit votre livre, on pense à toutes celles-là aussi, d'une certaine façon, à un moment ou à un autre, quand elle est très attachante, cette jeune fille. Décrivez-la nous peut-être aussi un petit peu, c'est-à-dire, c'est une jeune fille qui est prête à tout pour faire la couverture des magazines, qui n'est pas féministe. Elle dit, voilà, moi, la femme, c'est pas forcément être féministe pour autant. Elle fait tout pour se vieillir. Elle est assez timide aussi. Ça, c'est aussi un profil, une jeune fille assez timide qui finalement va voir cet univers qui va s'offrir à elle assez rapidement. Disons que j'ai voulu en faire un autre défi, c'était d'en faire un personnage attachant. Parce qu'il aurait été facile pour moi de l'aborder en surplomb et puis d'adopter un ton ironique, condescendant. Et je voulais vraiment pas faire ça. Donc en fait, j'ai essayé de la rendre plutôt attachante, voire à la fin presque bouleversante. Et bon, voilà, le livre commence... Elle commence à poser nue à 16 ans, donc je me suis dit qu'à 16 ans, bon, on pouvait bien, malgré tout, témoigner d'un peu de timidité et que ça paraîtrait pas incohérent du point de vue psychologique. Voilà. Après, bon, c'est un personnage qui conserve sa part de naïveté, mais qui n'est jamais calculateur ou intéressé. Elle procède souvent d'ailleurs elle a des histoires, mais elle y cède par amour et pas par... elle n'espère pas que ce sera un marchepied pour la gloire. Donc, voilà. Vous les avez observées, toutes ces starlettes aussi dont on a parlé, pour écrire cela, enfin, ou c'est plutôt vos souvenirs de cette époque des années 80? C'est un peu les deux. Disons que je les ai bien observées. J'ai lu très attentivement les mémoires de Loana. Alors, pour un plaisir littéraire que je qualifierais de mitigé, mais qui m'a quand même donné un certain nombre de clés. Il y a des choses que j'aurais pas pu inventer. Et puis j'ai lu aussi... j'ai toute une bibliothèque chez moi... dont je vais peut-être obligé de me débarrasser, mais qui est un ouvrage de Sophie Favier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin bon, tout un ensemble mais qui m'ont permis de construire un personnage, parce qu'il y a vraiment, il y a peut-être aussi que j'ai une imagination limitée, mais il y a certaines choses que je n'aurais pas pu inventer. Voilà. Et puis donc je les ai vraiment observées, et puis j'ai même à un moment essayé d'établir une sorte de portrait type de toutes ces filles-là. Et donc, de ce fait, elle a quelque chose de stéréotypé, même dans sa trajectoire, le fait que, bon, elle soit très jolie, mais à un moment, comme Loana, elle finit par grossir.
et puis par maigrir, mais tout en vendant en quelque sorte son amaigrissement, puisqu'elle travaille du coup, ça rentre dans une campagne de publicité pour un coupe-faim, enfin voilà. Pour un coupe-faim, et d'ailleurs elle y croit à cette publicité parce qu'elle pense, quand on lui dit va falloir perdre des kilos, elle dit mais je pensais qu'en prenant ces barres coupe-faim ça allait suffire. Voilà. Il y a ça aussi. Oui, elle était un peu naïve, mais bon. Cela étant, elle y arrive, voilà. Et ce coupe-faim est un peu inspiré un petit peu inspiré du Mediator, ça n'est pas dit, mais voilà. Ouais. Et puis sa trajectoire, stéréotypée aussi. Alors évidemment, votre style est fascinant et passionnant et très vif et ça se lit effectivement très bien. Mais cette trajectoire stéréotypée, c'est ça. C'est aussi la drogue, c'est aussi voilà, elle tombe dans tout cela comme ces jeunes filles. Oui, c'était. Il y a un autre personnage qui m'a inspiré, qui est une starlette qui est morte, qui était, paix à son âme, qui s'appelait Anna Nicole Smith, qui était très connue aux États-Unis, en France un peu moins, dont la vie était tellement romanesque qu'au début, je me suis demandé si j'allais vraiment quasiment pas écrire sa biographie, qui a posé très souvent dans Playboy. Elle était très connue parce qu'à l'âge de 24 ans, elle s'est mariée à un des hommes les plus riches des États-Unis, un magnat texan du pétrole qui, lui, avait 84 ans. Et donc, pourquoi j'en parlais et donc, elle a, à un moment, elle a vraiment grossi et elle a passé un contrat aussi avec un laboratoire pharmaceutique pour, en quelque sorte, subventionner sa cure. Alors là, on parle aussi beaucoup dans ce débat justement du corps des femmes et ce corps, vous le décrivez à plusieurs reprises dans ce livre-là. Et cette jeune fille, elle dit une phrase étonnante à un moment. On lui propose de faire de la télévision après ses publicités, donc plutôt en guise de figurante, en quelque sorte de potiche, oui, même le ça. mot est employé dans le livre. Et un jour, une animatrice télé lui dit « Ça ne vous attriste pas trop d'être réduite à un corps ?» Et elle répond, il vaut mieux être à son corps, il faut mieux être réduite à son corps qu'être réduit à néant. Qu'est-ce que ça nous dit aussi du corps Mais chez elle, cette phrase, elle prend d'autant plus d'écho qu'elle sait très bien que c'est en quelque sorte la seule vertu qu'elle a, c'est d'avoir un très joli corps et de n'avoir aucune pudeur. Voilà. Donc, et comme pour elle, la gloire est une fin en soi, être vue, c'est être pour elle. Et on sent aussi, on passe à la fois dans des moments terribles dans sa vie, comme dans toutes celles de ces starlettes, où elle touche aussi le fond très très vite, où elle a peur à un moment qu'on retrouve de la drogue chez elle. C'est aussi cet univers qui lui échappe aussi d'une certaine façon, cette vie qu'elle veut et qu'elle ne contrôle pas totalement. Disons c'est beaucoup lié à l'époque, hein. C'est les années 80 à Paris, c'est l'époque du palace et des bains-douches. Et quand on est à peu près connu, c'est aussi des endroits où il faut être, parce que faut être, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut y être parce qu'il faut se montrer. Et donc, la drogue circule assez facilement. Et c'est vrai que le destin de ces filles-là est rarement heureux, en définitive. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui a été le plus difficile, si une partie du livre a été particulièrement difficile à écrire, ou qu'est-ce qui vous a ému le plus dans ce que vous avez voulu raconter de ce personnage ? Disons que tout a été difficile pour moi dans ce livre. Donc, vouloir écrire le livre qu'on pense le plus impossible à écrire pour soi, ça peut être effectivement très excitant au début, mais après, concrètement, c'est quand même, je ne veux pas dire un cauchemar quotidien, mais on se heurte en permanence à
à sa propre méconnaissance, à l'éloignement par rapport à son personnage. Là, il se trouve que je décris une décennie à Paris. Moi, à ce moment-là, je n'habitais pas Paris, j'habitais Clermont-Ferrand. Donc, ce monde de la nuit des années 80, je ne l'ai pas connu, donc il a bien fallu que je me documente. Après aussi, c'était la première fois que j'avais un vrai personnage féminin. En permanence, j'avais le sentiment d'en faire une sorte d'homme masqué. Donc, chaque fois que j'avais une idée, j'étais obligé de me tourner soit vers ma femme, soit vers les amis de ma femme, soit juste pour savoir si c'était possible ou pas pour une femme de penser ainsi, et si c'était pas plutôt ridicule. Vous auriez un exemple juste sur le côté homme masqué, là, ou quelque chose qui vous a interpellé à un moment? Non, ça mais oui, c'était ça le plus... Ça me vient pas, non. J'en ai une, qui était pour le livre précédent avec le même personnage. Je sais très bien qu'il y avait donc une scène, et là on va peut-être pouvoir faire le lien avec l'ouvrage de ma consoeur. Il y a une scène où la jeune fille perd sa virginité. Et donc je sentais qu'il fallait que je fasse cette scène, mais les sentiments et les sensations de ce moment-là chez une femme, je sentais bien que c'était certainement pas les mêmes que moi, celles que j'avais eues. Donc en fait, à ce moment-là, j'étais obligé de faire une enquête. Donc, oui, voilà. Bon, merci. Donc nous quittons l'univers des années 80. Pour votre livre Florence Dupré-Latour, Pucelle, tome 1 débutant, puisqu'il y aura un tome 2 qui est à venir bientôt. Oui, qui s'appellera Confirmé, Pucelle confirmée. Chez Dargaud. Pucelle. Voilà. Et alors, c'est donc l'histoire de Florence, une enfant qui, vous allez le raconter, parce que c'était un peu votre histoire finalement, vous allez pouvoir le dire aussi, une enfant qui ignore tout de la sexualité, qui vit dans un milieu très catholique, très strict, où on ne se dit absolument rien, et qui ne sait pas comment on fait les enfants, qui ne sait absolument rien de tout ça, et qui grandit sans vraiment n'avoir aucun repère de ce point de vue-là. Oui, absolument. Alors, fort heureusement, quand on est un petit enfant, on n'a pas trop d'indications, heureusement, de la part de nos parents, jusqu'à 7-8 ans. Mais c'est vrai que j'ai vécu par la suite, quand j'ai commencé à me poser des questions, ou des mensonges, donc la jolie petite histoire du papa qui met la petite graine dans le ventre de la maman, et ensuite des silences. Des silences, et ces silences créaient en moi un vide, un néant, un creux qu'il fallait forcément combler par l'imaginaire. Et c'est ça, quand on ne sait rien, on imagine tout. Absolument. Et surtout dans l'enfance qui est extrêmement friande d'histoire, si possible les pires. Donc j'ai pu composer mon imaginaire à travers des éléments que j'avais à m'apporter, donc l'observation des animaux, en train de faire cette chose qu'on ne dit pas, puisque je n'arrivais même pas à formuler, je n'avais pas les mots pour dire des actes que je supposais. Donc c'était la chose, c'était aussi le péché de chair auquel j'avais accès à la messe. Donc c'était une façon de parler de cette chose de façon extrêmement négative. Et ces souvenirs, je les raconte donc dans un album clairement autobiographique qui s'appelle Pucelle. Je pense que tout le monde a eu, enfin je l'espère, la chance d'être puceau dans l'enfance. Et j'utilise un ton, je l'espère aussi, comique, pour dédramatiser
des séquences qui parfois sont un peu dures. Oui, oui, absolument. C'est tout à fait passionnant et il y a beaucoup de passages très drôles. Alors, vous parliez à l'instant de la messe et c'est vrai que le poids de la religion, on le sent aussi dans la perception finalement du couple, des parents, des enfants. Il y a Jésus, il y a tout ça. Alors, ça n'apparaît pas à chaque page, hein, mais on sent que il y a toujours ça en arrière-plan qui fait que ça n'aide pas à comprendre les choses. Petite, la religion m'a beaucoup rassurée parce qu'on m'expliquait le monde, c'était quelque chose de formidable. La religion jouait aussi sur un imaginaire, donc j'aimais beaucoup aller à la messe, écouter des histoires fantastiques. Mais en y allant régulièrement tous les dimanches, avec des mots qui sont bon, je parle du péché de chair, hein, il y en a d'autres, qui sont en même temps mystérieux, mais dont l'enfant, que j'étais en tout cas, percevait l'aspect salace. Je ne pouvais pas dire de quoi il retournait, hein, quand on parlait du péché de chair, de la chose qui était mal, mauvaise, mais je gardais uniquement le fait que c'était mal et mauvais. Et j'ai ensuite généré des angoisses très très fortes face à cette chose qui, quand elle allait advenir, devenait de plus en plus terrifiante. Alors après, bien sûr, bon, il y a la messe, le fait de voir du sang dans des toilettes, par exemple. Peut-être que c'est arrivé à certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, je pense que des petits garçons ont pu aussi voir du sang dans les toilettes. C'est mystérieux, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un s'est fait mal? Tout de suite, on pense à une catastrophe. Et ce qu'on voit, on parle du corps des femmes, hein, c'est le thème de cette rencontre. Mais le corps, qui est un élément matériel extérieur, c'est un territoire. Pour moi, il est soumis d'abord à un territoire premier qui est l'esprit et qui se fait contaminer par divers moyens. Le corps des femmes est ensuite soumis, le corps des hommes aussi d'une autre façon, à cette colonisation de ce territoire si vaste qu'est l'esprit. Et effectivement, comme chez vous, si on redresse, enfin, on dresse le portrait ou le tableau de famille, donc votre père et votre mère ne vous disent pas grand-chose, sauf qu'à 9 ans, je crois, on vous dit tu vas devenir une femme. Et là, on sent bien dans votre livre comment, d'un coup, waouh, vous êtes submergé. C'est impossible. Donc déjà l'annonce est brutale, avec des éléments que je supposais, hein, mais je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Donc cette histoire de sang, de règles, de transformation annoncée. Quand on est un enfant, on veut rester un enfant, hein, on ne veut pas aller dans le monde des adultes. Même quand on est un adulte, on veut revenir dans le monde des enfants. Et donc cette annonce brutale de devoir grandir et de devoir aller dans un territoire extérieur, un territoire physique qui est un territoire masculin dominé par les hommes, puisque je le constatais dans la cour de récréation, je le constatais dans ma famille avec ma mère qui était très soumise, mon père qui avait tous les pouvoirs de décision, le pouvoir de l'argent. Je ne voulais pas aller dans ce modèle-là. Et pourtant, tous les amis de mes parents étaient dans ce modèle traditionnel. On allait à l'école catholique, donc avec des modèles très proche. J'avais pas d'héroïne qui aurait pu me donner une image autre, une image salvatrice. Et pourtant, ça permet de raconter comment à l'école, justement, vous jouez un moment où Florence joue dans la cour de récréation à la balle aux prisonniers avec les garçons. Les garçons lui disent oh, mais finalement t'es pas si mauvaise pour une fille. Oui. Et elle comprend pas, elle dit mais comment ça pour une fille? Oui. Bon, la question du garçon manqué, je pense que voilà, elle est bien débattue, on la connaît, c'est très très compliqué pour une petite fille ou une jeune fille de s'entendre dire garçon manqué. On préfère tous être une fille réussie, mais j'aimais bien jouer le prisonnier de manière la plus violente possible. Je voulais taper. Ça m'intéressait comme échange humain. Et je sentais que c'était assez mal vu pour une petite fille d'être violente. Et j'assumais cette violence. Je me battais pour défendre ma sœur jumelle qui se faisait embêter, donc moi j'allais taper. Et j'étais très très bien dans ce rôle-là, j'avais pas de problème avec ça. Mais je sentais que c'était très mal vu.
Et alors, vous avez aussi un petit frère, grand frère, je ne sais plus. Oui, vous savez, c'est ces familles qui... voilà. Voilà. Et lui-même aussi, un jour, un cousin qui vient à la maison, et puis il découvre que son cousin, lui, a un zizi aussi, et donc que ce n'est pas le seul garçon au monde, il pensait être le seul garçon au monde. Alors oui, donc on voit que là, cette méconnaissance de l'altérité, de ce repli familial va jusque-là. C'est-à-dire que même mon petit frère pensait qu'il était le seul garçon au monde. Nous sommes 4 sœurs, avec mon petit frère, ma mère. Mon père partait très très souvent, il n'était pas souvent là. Donc oui, il pensait qu'il était le roi du monde. C'est une bonne posture, mais découvrant donc le sexe masculin de son petit cousin à 4 ans, il se précipite pour essayer de le lui enlever en hurlant « pas zizi, pas zizi ». Et ça indique à quel point, oui, le silence autour de la question était immense dans cette famille. Oui, c'est ça, le silence, l'entre-soi. Quel regard vous portez là-dessus, vous, aujourd'hui, comique, oui, c'est très drôle. Tendre, et j'aime m'en amuser, parce que j'ai pas le choix. Je vais pas pleurer, ça serait gênant. Et donc, j'essaye d'aborder un côté un petit peu burlesque dans mes dessins, avec des dessins qui vont tendre vers parfois l'expressivité de certains mangas que j'ai vus étant plus jeune. Je suis de l'époque du Club Dorothée qui a vu arriver tous les Japanimes, donc j'étais très marquée, sans le savoir d'ailleurs, par ça. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le manga, c'est cette expressivité très forte des personnages. On voit des personnages qui ont des yeux énormes, c'est monstrueux, c'est obscène, la façon dont ces gens dessinent, pour signifier la violence des sentiments qu'on a tous et qu'on a tendance à cacher à l'intérieur de soi, à masquer, à être poli, toujours droit, bonjour madame, bonjour monsieur, alors qu'on veut la plupart du temps égorger des gens. Ou pleurer. Justement, dans les dessins, c'est ça que vous avez cherché. On voit parfois quelque chose de très expressif, et aussi beaucoup de tendresse à plein de moments. Et puis, y compris dans la façon dont cette jeune fille va, en l'occurrence vous, aussi trouver du réconfort auprès des chevaux à l'adolescence. Alors, du réconfort, un réconfort et une grande angoisse, puisque alors, le cheval, pour l'adolescente, alors je ne sais pas, chacun a sa façon d'envisager cet animal, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes filles dans les clubs d'équitation. Donc moi j'étais très souvent en club d'équitation, et des jeunes filles qui vont avoir une passion pour un cheval et des sentiments très forts. Alors je ne parlerai que pour moi-même, mais l'équitation pour moi c'était dominer une bête puissante. Et peut-être la seule occasion de dominer une bête puissante et des sensations de liberté extrêmes. Doublée d'une grande angoisse, puisque la première fois que je vois un sexe masculin, c'est le sexe d'un cheval. Et j'avoue que oui, ça m'a fait très peur, parce que forcément, j'ai transféré ça en partant d'un ratio, en me disant, d'accord, ça a cette taille. Bon, alors... ça a contribué, bien sûr, à un empilement d'angoisses qui vont générer dans l'esprit de cette jeune fille, puisque j'utilise le dessin qui est très pratique pour décrire un paysage intérieur, une psyché. C'est ce qui m'intéresse, en fait. C'est pas d'écrire des anecdotes, c'est d'écrire une psyché. Donc, on retrouve cette psyché dans cette description presque de façon d'utiliser le paysage intérieur. À qui vous l'adressez, ce livre? Il pourrait être lu par qui? Je l'adresse à moi-même. Après, ceux qui l'aimeront, l'aimeront. Mais j'écris d'abord pour la forme, le plaisir infini de trouver le bon mot, la bonne expression. Je suis désolée, je n'écris pas pour vous. Non, mais est-ce que les adolescentes, vous pensez, qui pourraient se retrouver dans ce cas-là, oui, alors, ça peut... On a tous une expérience personnelle différente, mais je crois que plus on va être précis dans nos sensations humaines, plus on va pouvoir s'adresser à tout le monde, parce qu'en fait, on est très proches, nous les humains. Merci beaucoup. Et le troisième ouvrage de cette rencontre, c'est le vôtre, Agnès Maupré, La vie de James Barrie, qui en fait
a vraiment existé, ce docteur qui était un médecin durant toute sa carrière, fin 19e siècle, qui a mené une carrière de chirurgien et qui en réalité était une femme. C'est ça. Alors, je ne suis pas forcément la plus indiquée pour en parler parce que moi, je suis dessinatrice sur le bouquin. Le scénario n'est pas de moi. Mais bon, ce qui ne m'a pas empêché de trouver le personnage très intéressant. Et c'est vrai que je m'étais aussi déjà intéressée au genre. J'avais fait une vie du chevalier Déon à la base. Et ça m'intéresse d'explorer en quoi notre naissance en homme ou en femme nous oblige et nous coince dans certaines positions. Oui. Et oui, pour ceux qui ne le connaissent pas dans la salle, effectivement, je ne le connaissais pas non plus, j'en avais vaguement entendu parler, mais il y a beaucoup de choses sur lui. Justement, il a toujours réussi finalement à apparaître. Alors il y a pas mal de moments de doute où effectivement les gens se disent oh, mais est-ce que ça ne serait pas finalement une femme, etc. Vous dans le dessin justement, on sent déjà la façon de le dessiner. Le visage est déjà assez étonnant. Je ne sais pas si on a des images ici ou si ça n'a rien à voir, mais oui, à la fois homme, femme, un visage assez fin. C'était une problématique sans doute aussi pour vous. Oui, sans doute. Et puis, c'est vrai que le docteur James Barry, c'est un peu la victoire de l'esprit sur le corps, parce que moi, j'ai un peu le même vécu que Florence sur l'apparition des symptômes de la féminité. J'ai vraiment vécu avec une certaine rage et un certain désarroi la poussée des seins, des fesses et les premières règles, où je me suis sentie vaincue par un truc que je ne voulais pas, mais où clairement l'univers me disait que j'avais pas le choix. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec James Barry, c'est que le choix, elle le prend. Et son vœu dans la vie, c'est d'être médecin. C'est pas son but, c'est pas d'avoir une vie romanesque et de tromper son monde. Ça, en soi, elle s'en fiche. Ça, c'est juste le moyen. Et effectivement, comme le seul moyen pour être médecin, c'est d'être un homme, et ben, elle devient un homme et elle reste un homme jusqu'à sa mort. Oui. Et elle s'y tient avec une grande rigueur qui caractérise le personnage, parce qu'à part ça, c'est vraiment pas une marrante. C'est surtout un grand professionnel. Et quelqu'un qui a exercé son métier avec beaucoup de talent et d'opiniâtreté et avec beaucoup d'engueulades avec la hiérarchie aussi. Oui. Mais du coup, elle a juste décidé qu'elle n'était plus une femme et qu'elle était un médecin. Et elle commence même, il y a ce moment radical de l'entrée à l'université, puisque les universités sont simplement interdites aux femmes. Donc là, c'est un fait, si elle veut y entrer, elle doit être acceptée en tant qu'homme. C'est vrai qu'Isabelle a fait le choix dans sa narration de tout centrer sur le moment où elle est en Afrique du Sud, parce qu'elle est médecin militaire. Et donc elle raconte assez peu la jeunesse de James Barry et le moment justement où des protecteurs puissants vont l'aider à accomplir sa supercherie et financer ses études et faire en sorte qu'elle puisse réellement se faire passer pour un homme. Donc ça, c'est vrai que c'est pas traité dans le bouquin et c'est aussi une partie intéressante du truc, le fait qu'elle a reçu de l'aide pour opérer cette transformation. Oui. Et on voit aussi dans le dessin ces moments finalement où elle veut absolument être seule quand elle se change, justement, quand elle change de vêtements. Et il y a une scène où une infirmière entre au moment où elle se change. Et là, évidemment, en colère. Et c'est très bien décrit aussi ces aspects-là où finalement tous ces efforts peuvent être anéantis en peu de temps. Ça n'est pas le cas, mais il y a toujours ce risque. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, la pauvre infirmière se retrouve déjà à se prendre des coups de badine dans la figure et puis à se faire chasser par le premier bateau. Donc, elle rigolait pas complètement avec ça non plus, James Barry. Comment vous décririez son tempérament, sinon, dans cette Afrique du Sud, donc elle britannique, deuxième moitié du 19e siècle, quelqu'un qui n'a pas peur de se battre en duel aussi. Comment vous la décririez Avant tout, ce qui la caractérise, c'est son intelligence et sa rigueur. Donc c'est vrai que son boulot, elle l'exerce avec énormément de rigueur. Elle est très patiente et très à l'écoute de ses patients et par contre elle ne supporte pas l'absurdité de l'administration et de la hiérarchie. C'est quelque chose qu'elle
elle peut pas supporter la bêtise et du coup, elle est dépourvue de toute diplomatie. Et du coup, elle a toujours été en bisbille avec ses supérieurs et ça lui a causé manifestement un grand nombre d'ennuis dans sa carrière. Et puis effectivement, je disais, elle apprend à se battre aussi comme un homme, à se battre en duel et aussi à se protéger. Ça surprend aussi son adversaire à un moment. Il y a cette scène où elle se protège la poitrine justement pour pas être frappée. Donc encore une fois, le corps et la façon de gérer son corps, à la fois de ne pas révéler qui elle est et en même temps de se protéger le plus possible. Oui, c'est ça, parce que finalement, on peut décider de renier la nature sur un certain nombre de points, mais il y a toujours quelques endroits où on est rattrapé. Oui, c'est ça. Vous, comment vous avez procédé dans le dessin, dans cet ouvrage-là? Est-ce qu'il y avait des choses particulièrement difficiles à faire ou qu'est-ce que vous avez voulu capter de ce personnage de James Barry? En fait, c'est drôle parce que c'est la première fois que je travaille avec un scénariste. Et honnêtement, c'est pas un personnage sur lequel moi j'aurais écrit. Et du coup, c'était intéressant pour moi de me glisser dans une psychologie qui m'aurait pas forcément attirée. Parce que finalement, pour moi, elle est un peu... Je la trouve un peu altière. C'est pas forcément un personnage pour lequel j'aurais eu de la sympathie de base. Et puis, je me suis quand même bien laissée prendre au jeu. Et j'aime toujours bien ce mélange de romanesque et de sérieux. C'est quelque chose qui me séduit assez parce que finalement, peu de gens sont monolithiques et frontaux. Oui, c'est vrai. Et ce personnage-là est vraiment là-dedans, à la fois, il y a quelque chose de romanesque. Elle est la première britannique médecin britannique à faire une césarienne d'ailleurs. Faire une césarienne réussie. Césarienne réussie en sauvant le bébé et la maman. Cette scène-là, je crois, est racontée aussi, me semble-t-il. Donc voilà, c'est un personnage qui a marqué le 19e, y compris pour la médecine. Et peut-être vous pouvez raconter la fin de sa vie. C'est au moment de l'autopsie que véritablement son identité est révélée, donc après sa mort. Oui, c'est ça, et je pense que manifestement l'armée anglaise a pas mal étouffé aussi l'histoire, parce que finalement c'est un personnage qui est assez peu connu, parce que je pense que ça mettait très mal à l'aise l'armée que ça se sache. C'est finalement après, je crois, même 40 ans ou 50 ans après, que finalement certains commencent à s'intéresser à ce personnage. C'est ça, mais de toute façon, ça gonfle tout le monde quand quelqu'un échappe à son sexe et aux contraintes de son sexe. Ouais. C'est très énervant pour le reste de la société. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur, il nous reste 5 bonnes minutes, sur le corps des femmes qui sont ici racontées de 3 façons tout à fait différentes? Oui. Pour Pucelle, comment on réagit aux parents? Face aux parents. Je ne sais pas exactement, mais nous nous parlons toujours. En ne le genrant pas, donc un personnage neutre, en lui donnant des qualités d'ambition, d'opiniâtreté, de combativité. Réaction neutre des électeurs tant que le genre n'était pas précisé. Quand le genre était précisé comme un homme, aucun problème. Et quand on dévoilait que cette personnalité était une femme, réaction de rejet, d'opposition, de colère, de crainte de la part des électeurs. 2010. Est-ce que vous avez une réaction à ça? N'hésitez pas. Je ne suis pas étonnée. Oui, c'est pas très étonnant. Après, ce qui est fatigant, usant, c'est de se dire que les choses avancent très très lentement. Oui, c'est triste.
Je crois qu'à ce niveau-là, moi, ce qui me déprime le plus, c'est de me rendre compte, en avançant en âge, à quel point ce rôle de femme, moi, je l'ai vraiment intégré dans mon corps, dans mon comportement. Depuis quelque temps, je chante un peu, donc je monte sur scène, et là, je me retrouve vraiment dans une position de femme, parce que finalement, quand on dessine, quand on écrit, c'est un truc qui peut être complètement secondaire. Après, quand on est sur une scène, le premier truc que les gens perçoivent, c'est la féminité ou la virilité de la voix et du corps. Et je me suis rendu compte que jamais de ma vie, je m'étais autorisée à me mettre en colère, par exemple, et que je suis incapable d'exprimer la colère. Quand je suis en colère, je pleure et je me recroqueville. Et c'est vrai que j'ai assez honte de ça, parce que autant j'ai grandi avec l'impression que l'égalité homme-femme était une chose acquise et que être une femme me limiterait jamais en rien. Autant je réalise sur le tard que oui, ça m'a jamais empêché de faire quelque chose, mais il y a quand même des comportements que je déplore chez moi et qui sont modelés par ça. Pareil, toujours sur une scène, je me suis vue filmer et j'ai vu mon sourire nerveux de bout en bout du concert, qui correspond pas à une joie chez moi, qui correspond à de la nervosité. Quand je suis nerveuse, je souris, parce que je suis une fille, ça sourit les filles. Et oui, c'est vrai que c'est assez gênant, ces choses qu'on a en partage. Pardon. Vous n'arriviez pas à vous identifier aux héros de bande dessinée, puisqu'il n'y avait pas d'héroïne. Est-ce que vous pensez que si vous étiez adolescente maintenant, vous auriez l'identification plus facile, surtout avec le genre d'album qui sort en ce moment? Et vous racontez, vous lisez Les Trois Mousquetaires, Astérix. Alors c'est plus ambivalent. J'adore ces héros. Quand je lis justement toutes ces bandes dessinées extraordinaires, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de m'identifier à ces héros, mais je perçois que n'y a pas de personnage féminin positif. C'est toujours la mégère, qui vient emmerder le capitaine Haddock, la Castafiore. Enfin bon, c'est des personnages vraiment, vraiment déplaisants que dans la vie je n'aurais pas envie de rencontrer. Et donc j'aime ces personnages masculins, mais je n'ai pas de personnage qui me représente moi, qui suis évidemment l'héroïne de ma propre vie. Et actuellement, effectivement, il y a beaucoup de propositions d'histoires qui sont faites avec des héroïnes. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est quand elles vont copier des univers masculins et virils. Je trouve que c'est gênant. J'ai l'impression de voir une comédie de singes ou un pastiche, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais vous avez des personnages réussis et qui sont porteurs d'espoir, en tout cas pour les petites filles, qui peuvent devenir des modèles. Lesquels, à quoi vous pensez par exemple, en termes de profil? Je sais plus, je lis plus beaucoup de littérature jeunesse, c'est plutôt ma sœur qui m'en parle, qui a 2 filles, qui ont lu, je saurais pas, je suis nulle en name dropping, j'ai pas de mémoire, donc désolée. Oui, c'est Pucelle, de 0 à 18 ans. Et vous parlez pas mal de votre jumelle. Ouais. Dans le deuxième. Mais ça sera une autre thématique que j'explorerai de manière plus précise par la suite. Bon, les femmes, mettez-vous en colère. Merci à tous. Merci.